Depuis toujours, les jeux vidéo sur les mangas me fascinent. Contrôler des personnages emblématiques que l'on voit dans nos livres ou à la télé, c'est juste un kiff. Entre baston et tactique, il existe de nombreuses adaptations de mangas et d'animés sur les consoles, parfois bonnes, mais bien souvent mauvaises. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir les pires et les meilleurs jeux vidéo adaptés des mangas, One Piece, Bleach et Naruto. Le premier jeu vidéo inspiré d'un des membres du Big Three fut One Piece Mesatse Kaizoku, sorti au Japon le 19 juillet 2000 sur WonderSwan. Oula! Ouh là là, c'est la décadence hein. Première phrase de la vidéo et je suis déjà sûr que j'en ai perdu beaucoup d'entre vous. Je vais donc éclaircir quelques points. Pour ceux qui ne le savent pas, le Big Three est le nom donné aux 3 mangas les plus populaires, publiés dans le magazine Weekly Shonen Jump au début des années 2000. Ces 3 mangas sont considérés comme des piliers du shonen, One Piece, Bleach et Naruto. Mais la vraie question est, qu'est-ce que la WonderSwan? Cette petite console portable de 16 bits est en fait le prédécesseur de la Game Boy, sorti seulement un an avant et inventé par la même personne, Gunpei Yokoi. Fabriquée par Bandai à qui on doit également la majorité des jeux vidéo One Piece et Naruto, elle ne sera finalement produite que pendant 2 ans, mais le succès fut relativement important au Japon. On retrouve donc sur cette petite console allongée le premier jeu vidéo d'une longue série, One Piece Mesatse Kaizoku, un jeu très spécial mélangeant plateau et aventure où le joueur doit déplacer le Wogmeri d'île en île. Que ce soit pour se déplacer ou pour combattre, tout se fait avec des cartes, nous permettant d'aller dans telle ou telle direction. Le jeu semble terriblement répétitif, mais il reste tout de même important pour la franchise. 5 autres jeux vidéo One Piece sortiront, non pas sur la WonderSwan, mais bien sur sa grande sœur, la WonderSwan Color, qui, comme son nom l'indique, possède un écran couleur. Mais ils seront également compatibles avec la dernière de la Sorori, la Swan Crystal, qui possède un écran plus net et donne donc un rendu plus beau. Ces jeux permettent enfin aux joueurs de parcourir la terre ferme, mais niveau scénario, c'est clairement zéro. Le premier se nomme One Piece Ninji no Shima Densetsu et on y incarne un jeune homme qui porte un boomerang géant dans son dos. Jusque là c'est relativement cohérent, mais dès le début du jeu, notre personnage se fait accoster par Iguma, puis par Luffy, puis par Zoro, puis par Nami, puis par Usopp, et enfin par Sanji, avant de se faire recruter dans l'équipage. On retrouve ensuite 2 jeux de plateau à la Mario Party où il faut faire des mini-jeux, One Piece Treasure Wars 1 et 2, sortis en 2002 et 2005. Cependant sort en 2002 One Piece Grand Battle Swan Colosseum, un jeu de combat plutôt convaincant qui s'est tiré le meilleur parti de cette console et qui nous offre une transition de folie pour mentionner l'incroyable, l'immense, le magnifique One Piece Chopper no Daibuken, un jeu d'exploration de type The Legend of Zelda sorti en 2003 où Chopper doit aider ses amis transformés en animaux afin qu'ils retrouvent leur véritable apparence. Non, en vrai je me moque, mais même si ce jeu est loufoque, il possède de très beaux graphismes pour une console comme ça, franchement bravo. Mais évidemment après avoir relaté les exploits de la WonderSwan, on ne peut pas oublier de parler de sa concurrente, la Game Boy, accompagnée de ses grandes sœurs, la Color et l'Advance. Accrochez-vous bien parce que là, ça va piquer. On commence avec probablement le pire jeu vidéo One Piece. Oui, pire que le bateau à déplacer. Dans le tactical RPG One Piece Yume no Luffy Kaizoku-dan Tanju, sorti en avril 2001 sur la Game Boy Color, on incarne Luffy qui revit l'histoire principale en se déplaçant dans le monde de One Piece. Seul problème, le jeu est horrible graphiquement. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? On déplace juste la tête de Luffy super pixelisée sur des grosses cases, et lorsque l'on rencontre un ennemi, il suffit de choisir une attaque, ou devrais-je dire un diaporama, qui inflige des dégâts à notre adversaire. Un jeu vraiment oubliable qui se fera éclipser par le second jeu One Piece sorti sur Game Boy Color, One Piece Maboroshi no Grand Line Bukenki en juin 2002. Ici Bandai nous propose un jeu très alléchant avec des graphismes à la Pokémon qui nous ferait croire à un mode fait par un fan. On est toujours sur un RPG au tour par tour, mais la différence graphique qu'il y a entre les 2 jeux qui sont sortis à seulement 1 an d'intervalle est juste incroyable, surtout quand on sait que les 2 jeux ont été développés par Alpha Unit et distribués par Banpresto. On contrôle donc ici différents personnages qui vont parcourir le monde tout en rencontrant de nombreux ennemis dangereux. On reste d'ailleurs sur le même type de jeu avec One Piece Nanatsushima no Daio, sorti en novembre 2002, cette fois-ci sur la Game Boy Advance. Un jeu qui a reçu de bonnes critiques, que ce soit au niveau des graphismes ou de la jouabilité, et qui nous propose une aventure divertissante. Mais attendez,
De bons jeux One Piece de suite sur la même console, c'est beaucoup trop beau. En effet, avec One Piece Mesatse King of Berry, Banpresto décide de nous ressortir un jeu très limite qui n'est rien de plus qu'un mélange de deux jeux vidéo vus précédemment. Les déplacements de One Piece Mesatse Kaizoku, le premier jeu One Piece où le joueur déplace le Merry d'île en île en se servant de cartes, combiné avec l'absence de combat de One Piece Yume no Luffy Kaizoku-dan Tanju, c'est donc un mixte des deux pires jeux vidéo One Piece, mais l'aspect esthétique sauve légèrement la donne. Vous pensiez avoir tout vu en termes de folie liée au jeu One Piece? Attendez un peu. Mais non, mais si, Lionel, mais si, t'es beau, merci. En mars 2004 sort au Japon, toujours sur Game Boy Advance, One Piece Going Baseball. Oui, un jeu de baseball dans l'univers de One Piece. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il a l'air cool. Vous pouvez donc choisir une équipe de baseball parmi 8 et affronter les autres dans un tournoi. Graphiquement, c'est réussi, même si ça m'étonnerait qu'on y passe des heures. Et nous avons enfin le premier jeu de plateforme One Piece, du nom de One Piece. Ah franchement, bravo au scénariste pour ce titre très travaillé. En tout cas, le jeu est très beau et vraiment fun. En plus de ça, il a été élu meilleur jeu GBA de l'année 2005, donc franchement, on dit pas non. Évidemment, je sais que je vous ai donné l'eau à la bouche avec tous ces magnifiques jeux, mais ne serait-il pas temps de passer sur les consoles de salon? En fait, c'est pas une question, je fais ce que je veux. Donc on retourne en 2001 avec le premier épisode de la longue série des One Piece Grand Battle, sorti sur PlayStation. Un jeu de combat dynamique en 3D qui pose les bases de la série et qui est le premier jeu vidéo One Piece à sortir en Europe. L'épisode 2, sorti également sur PS1 en 2002, bénéficie d'une amélioration de graphisme et de gameplay, mais ce n'est rien comparé au troisième opus sorti en novembre 2003 sur PlayStation 2 et GameCube, qui est vraiment très impressionnant. Les arènes sont très belles et les personnages interagissent bien avec le décor, tout en ayant des attaques fluides et variées. Et pour terminer cette saga, nous avons eu le droit en 2005 à One Piece Grand Battle Rush. Moins impressionnant que le troisième du nom, celui-ci a la particularité d'être sorti aux États-Unis et en Europe, en plus d'être jouable sur PS2 et GameCube. Ouais, trop bien! Sauf qu'il n'est ni traduit, ni doublé, et qu'il y a moins de contenu dans la version européenne. Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Mais pour vous consoler, je vais vous présenter une nouvelle bouse qui vous fera apprécier de ne pas avoir eu tous les jeux en Europe. Évidemment, après avoir eu les jeux 2D où il faut seulement déplacer le Merry, il est temps d'upgrade un petit peu tout ça et de passer en 3D pour notre plus grand plaisir. Dans One Piece Tobidaze Kaizoku-dan, sorti en août 2001 sur PS1, oui, je dis PS1 mais PS2, tout est logique. Cependant, comme le mentionne le théorème des jeux One Piece, sur une même console, après un jeu pourri sortira un bon jeu, mais plusieurs bons jeux de suite provoqueront l'apparition d'un jeu éclaté. Claqué au sol. C'est donc pour cela que One Piece Treasure Battle sort le 1er novembre 2002 au Japon, sur GameCube. Dans ce jeu, un personnage du nom de Rocky Atari défie Luffy à une chasse au trésor. À travers plusieurs mini-jeux, votre équipe de 2 personnages doit atteindre un coffre avant l'équipe adverse. Un petit jeu plutôt cool qui s'essouffle logiquement sur la durée. Malheureusement, le théorème des jeux vidéo One Piece ne s'applique pas toujours, car malgré ma bonne volonté, je ne peux pas dire que les 2 prochains jeux sont bons. One Piece Ocean's Dream, sorti en mai 2003 sur PS1, et sa suite One Piece Dragon Dream, sorti sur GBA en avril 2005. Encore une fois, heureusement que ces jeux n'ont pas été distribués en Europe, parce que là, ce ne sont ni plus ni moins que des déplacements de bateaux inutiles, des combats en jeu de cartes, et des animations en PowerPoint. C'est terrible quand on connaît tous les jeux qui sont sortis juste avant. Mais je ne vais évidemment pas vous faire l'affront de vous résumer le merveilleux jeu qu'est One Piece Round the Land, qui, en plus de posséder une pauvreté graphique, est très lent et complètement inintéressant. Non mais regardez-moi cette page de chargement de 20 secondes qui ne nous présente même pas d'animation pour nous faire patienter. C'est pas comme si on était en 4K Ultra HD là. C'est en écrivant cette vidéo que je me rends vraiment compte que les développeurs doivent adorer les montagnes russes. Avec une moyenne de 2 jeux sortis sur une même année, on obtient seulement un jeu sur 2 qui est au moins intéressant, alors que les autres ne devraient juste pas exister. Je vous fais une liste non exhaustive des jeux oubliables qui sont sortis après Fighting for One Piece, un jeu de combat en 2D sorti en 2005, qui malgré un manque de fluidité, est intéressant et assez complet. Sortent donc ensuite One Piece Pirates Carnival, un ensemble de mini-jeux absurdes et nuls qui n'ont rien à faire dans l'univers de One Piece, One Piece Grand Adventure et ses combats de figurines articulés en vitesse 0.5, ou encore One Piece Gear Spirit, le premier sur Nintendo DS, qui ne sera ni pourvu de beaux graphismes, ni de scénario. C'est un jeu de combat à la Smash Bros, très limité en durée de vie. Heureusement pour la licence, le Messi arrive.
Non, non, je ne parle pas de Lionel, mais bien de One Piece Unlimited Adventure. Explosion. Ce jeu sorti en 2016 sur Wii au Japon nous offre enfin de l'aventure, une histoire, des graphismes et du combat. Tous les ingrédients pour nous sortir un très bon jeu. Tellement bon qu'il sera encore amélioré avec One Piece Unlimited Cruise 1, le trésor sous les flots, et One Piece Unlimited Cruise 2, l'éveil d'un héros, sorti également sur Wii, mais cette fois-ci en Europe, et qui nous propose le meilleur d'Unlimited Adventure, mais au cran au-dessus. Je vous conseille vraiment ces deux jeux, et pour les possesseurs de 3DS, un remake portable du nom de One Piece Unlimited Cruise SP est sorti en 2012 chez nous. Quoi? Un bon jeu sur console portable? Impossible. Évidemment, ça cache quelque chose. One Piece Gigan Battle, One Piece Gigan Battle 2 et One Piece Romance Down, 3 jeux sortis entre 2010 et 2013 sur DS, PSP ou 3DS, les images parlent d'elles-mêmes. Je vous laisse me dire en commentaire si ça vous donne envie d'y jouer plus de 2 heures. Par contre, les développeurs ont décidé de terminer les jeux sur console portable avec quelque chose de pas trop mal, One Piece Great Pirate Colosseum, sorti en 2016 sur 3DS. Malgré des combats de PNG, non pas PNJ, mais bien PNG, le jeu est bien fait et divertissant. Attendez, quoi? Ne me dites pas que j'ai oublié un jeu sorti en 2014 sur 3DS? C'est pas possible! Je parlais de la série des Grand Battles un petit peu plus tôt, mais là attention, c'est Super Grand Battle! Ce sera forcément mieux que les 3 opus sortis sur les consoles de salon au début des années 2000! Coucou. Mais c'est horrible! Je sais que le jeu est sorti sur 3DS, mais les jeux de WonderSwan étaient plus beaux. Là on a le droit à des chibi des Mugiwara qui se battent avec des costumes de personnages Nintendo. Heureusement qu'en 2012, la série la plus populaire des jeux One Piece pointe le bout de son nez avec One Piece Pirate Warriors sur PS3. Nous avons ici un jeu développé par Omega Force qui sont responsables des Dynasty Warriors. Le style de jeu ne plaît clairement pas à tout le monde car il consiste à défoncer un max de méchants, mais il est beau et original vu que c'est une première dans l'univers de One Piece, même s'il ne relate malheureusement pas les événements pré-ellipse. Si vous aimez le principe de ces jeux, vous avez dû être servi au cours de ces 10 dernières années car 3 autres Pirate Warriors sont sortis en 2013, 2015 et 2020 sur presque toutes les consoles. Malheureusement, le concept s'essouffle rapidement et on se demande si 4 jeux, ce n'est pas de trop. Si on pouvait espérer une amélioration du gameplay pour les jeux les plus récents, on remarque vite qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Dans One Piece Unlimited World Air sorti en 2013, les graphismes sont au rendez-vous, mais l'histoire est pauvre et le gameplay est presque inexistant. L'histoire n'est pas intéressante, les mouvements sont lents et la difficulté est ridicule. Mais heureusement, One Piece Burning Blood sort en 2016, et bien que possédant un mode histoire plutôt court, il permet aux fans de passer un bon moment entre potes dans un jeu de combat 1 contre 1 avec un roster de plus de 40 personnages. Mais par contre, j'aimerais bien comprendre comment quelqu'un a pu accepter de créer One Piece Grand Cruise, le premier jeu One Piece en VR sorti sur PS4 en 2018. Franchement, le concept est bien, hein, mais limiter le jeu à 2 mini-jeux, des discussions avec les Mugiwara ou encore regarder un combat entre Luffy et Doflamingo, c'est un peu léger quand même. Tout comme One Piece World Seeker d'ailleurs. Le jeu en monde ouvert sorti en 2019 est vide, que ce soit au niveau du gameplay redondant ou bien même de cette map sans âme qui vive. La promesse était vraiment alléchante, mais encore une fois, Bandai Namco n'ont pas su transformer l'essai. On espère cependant qu'ils réussiront dans le prochain jeu, One Piece Odyssey. Il sortira le 13 janvier 2023 sur PS4, PS5, Xbox Series X et S et PC. On nous promet ici une toute nouvelle histoire pensée par Eiichiro Oda avec de l'exploration dans un monde ouvert, des graphismes convaincants et des phases de combat au tour par tour. Nous retrouverons également des îles célèbres de l'œuvre comme Water 7 et Alabasta. 3 éditions du jeu sont désormais disponibles à la précommande, l'édition standard, l'édition de luxe contenant le jeu, le pack d'extension et des tenues, ainsi que l'édition collector qui, en plus de l'édition de luxe, propose un steelbook, une boîte, ainsi qu'une figurine de Luffy et Lim, un tout nouveau personnage. Quels sont vos jeux vidéo One Piece préférés et ceux que vous détestez? Je vous laisse me mettre ça en commentaire. Et en attendant, on passe au jeu Bleach. La licence a eu le droit à moins d'adaptations sur les consoles que One Piece ou même Naruto, mais certaines méritent qu'on s'y attarde vraiment. Le premier jeu Bleach à sortir est Bleach Erabareshi Tamashi, sorti en 2005 sur PlayStation 2. Ce jeu de combat édité par Sony Computer Entertainment nous permet de revivre à travers des missions, des combats contre les Zolos dans la ville de Karakura et contre les membres du Gotei 13 dans la Soul Society. On ne peut évidemment pas trop lui en demander pour un premier jeu, mais il fait bien le taf.
Sort ensuite Bleach Amaterasu Yabu en 2006, toujours sur PS2. On a le droit ici à un RPG convaincant bien qu'inoubliable, qui nous fait revivre le début de l'œuvre. Mais c'est tout le contraire des deux opus de la série Bleach Blade Battlers, sortis en 2006 et 2007, et qui ont marqué toute une génération. Ces jeux de combat permettent à 4 joueurs de s'affronter en équipe ou en solitaire dans une arène. Avec plus de 25 personnages, on a ici de nombreuses possibilités de s'amuser en solo ou entre amis. Le premier jeu est un peu lent, mais le second est une vraie pépite qui a marqué les esprits pendant des années. Malheureusement, ils ne sont disponibles qu'au Japon et vous devrez vous débrouiller avec la langue originale. Mais comment évoquer les jeux vidéo Bleach sans mentionner la série des 7 It's the Soul, sortie sur PSP entre 2005 et 2010, uniquement au Japon. Développé par Eighting et publié par SCEI, chaque jeu introduit des modes supplémentaires par rapport au précédent qui permettent de prolonger et d'améliorer l'expérience. On nous propose ici des combats en 1 contre 1 suivant l'histoire chronologique du manga. L'évolution entre ces jeux est impressionnante et les mécaniques de gameplay ajoutées enrichissent le contenu. Non mais regardez-moi cette évolution de graphisme! Je vous rappelle que là, on est en 2010 sur PSP! C'est incroyable, ouais! Évidemment, l'ajout de personnages support puis jouables à l'équipe, qui deviendra une habitude dans les jeux de combat, offre un vent de fraîcheur sur la série au fil des années et sait ravir les fans. Cette licence connaît un grand succès au Japon et permet aux jeux vidéo Bleach de rayonner. Pour l'instant, nous n'avons eu que des bonnes adaptations de Bleach, c'est quand même fou. Mais comme je sais que vous aimez tout ce qui est explosé, explosion, je vous propose Bleach Soul Carnival 1 et 2, sortis également sur PSP en 2008 et 2009. Mais quoi? Comment ça, mon ref? Attendez que je teste. Mais c'est trop bien en fait! C'est un sans faute pour les jeux Bleach, vraiment. Ces beat'em all en chibi sont vraiment de très bons jeux. Que ce soit au niveau du visuel ou du gameplay, on est vite impliqué dans l'histoire et on passe un très bon moment. Mais vous allez enfin la voir, votre jeu pourri, je sais que vous l'attendiez. Je parle bien sûr de Bleach Kurenai ni Somaru Soul Society, sorti en 2005 sur GBA. Bien que possédant plusieurs modes de jeu comme l'histoire, la survie et l'entraînement, le seul jeu Bleach sur GBA est très pauvre. Que ce soit au niveau du gameplay, des graphismes ou de la durée de vie, c'est très mauvais. Le jeu consiste seulement en une succession de combats difficiles et ennuyants. Heureusement pour vous, fans de Bleach, je ne peux rien reprocher au jeu suivant, Bleach Tassogare ni Mamieru Shinigami. C'est l'unique jeu sorti sur GameCube, un jeu de combat en 1 contre 1 bien dynamique et bien fun. Après c'est évidemment plutôt classique, mais c'est incroyable à plusieurs. C'est assez impressionnant que tous les jeux Bleach soient bons. Évidemment, la Nintendo DS ne déroge pas à la règle avec Bleach The Blade of Fate, qui, bien qu'ayant une faiblesse visuelle, nous propose un contenu riche et agréable, avec pas moins de 27 scénarios différents et une bande-son de qualité. Non mais écoutez-moi ça! Une petite année après sort, toujours sur DS, Bleach Dark Souls, qui, comme son prédécesseur, est un très bon jeu, si ce n'est encore meilleur. On passe ici de 27 à 44 personnages, ce qui nous offre une histoire complète et un gameplay, bien que relativement facile, très intéressant. Le mode online n'est pas parfait non plus, mais je vous rappelle qu'on est sur DS. Nintendo ne savent toujours pas faire de bon online en 2022, alors en 2007, imaginez. Mais on passe dans un tout autre registre avec Bleach The Third Phantom, sorti en 2010. On a ici un RPG avec des combats au tour par tour. Même si repoussant au premier abord, on passe un très bon moment en construisant notre équipe de 8 Shinigami à placer sur la map, tels des pions d'échecs. D'ailleurs, en parlant d'échecs, on peut mentionner Bleach DS Force Flame Bringer, sorti en 2009. Le concept du beat'em all est cool car il nous permet de passer d'un écran à l'autre de la DS. Malheureusement, c'est très pauvre dans le level design et les déplacements sont beaucoup trop saccadés et linéaires. C'est cependant sur console de salon que sont sortis les derniers jeux vidéo Bleach en date. On retrouve notamment Bleach vs Crusade sur Wii en 2008. Sega nous propose ici un bon jeu de combat bien chill, mais un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Vous pouvez donc choisir un personnage principal ainsi qu'un soutien afin de vous battre contre votre adversaire dans une arène. Oui, c'est en effet assez spécial. Grandes mais un peu vides, elles offrent cependant un espace de jeu important et un dynamisme très intéressant, renforcé par des mouvements de caméra immersifs. Petit point négatif, il y a peu de personnages jouables et les attaques sont beaucoup trop imprécises. Après c'est toujours mieux que Bleach Shattered Blade, sorti en 2008 sur la même console,
qui nous présente un jeu de combat en 2D bien décevant. Arène vide, couleurs faites avec un pinceau sec, des combats bien trop compliqués et des Bankai trop puissants. Nous avons donc ici ce qui est probablement le moins bon jeu Bleach, même si ça reste relativement correct quand on se rappelle ce qu'on a vu chez One Piece. Et c'est en 2011 que sort le dernier jeu Bleach en date, Bleach Soul Resurrection, sur PS3. Ce beat'em all en 3D style Dynasty Warriors propose aux joueurs un mode histoire complet, même si assez court, qui fera sans aucun doute plaisir aux fans. Malgré des level design un petit peu vides, le jeu est dynamique et fluide, les combats sont passionnants et l'univers est respecté. On peut cependant lui reprocher l'absence de mode multi et versus qui aurait apporté un vrai plus au jeu. Mais alors, pourquoi est-ce le dernier jeu vidéo Bleach en date? Évidemment, des jeux mobiles existent et les personnages de la licence sont apparus dans des crossovers comme J-Star Victory Versus ou Jump Force qui méritent une vidéo dédiée, mais rien de vraiment concret depuis 2011. Avec le déclin de l'anime, les éditeurs de jeux vidéo ont sûrement décidé de ne plus produire de nouveaux jeux afin d'éviter le flop, même si nous venons de voir que la quasi-totalité des jeux Bleach sont vraiment très bons. Avec le retour de l'anime cette année, on peut enfin espérer un nouveau jeu Bleach sur PS5 et Xbox Series, surtout que Tite Kubo, le créateur de Bleach, a laissé sous-entendre dans une interview en juin 2022 qu'un nouveau jeu était en préparation. Nous verrons bien entendu cela à l'avenir. Il est désormais temps de terminer cette vidéo avec une licence qui possède un nombre faramineux d'adaptations vidéoludiques. Oui, j'ai dit faramineux. Je parle bien entendu de Naruto, dont le premier jeu vidéo est sorti en avril 2003 sur GameCube. Intitulé Naruto Gekito Ninja Taizen ou Clash of Ninja, il est le premier jeu d'une très longue série qui a marqué toute une génération. Ces jeux de combat en 1v1 vous permettent d'incarner les personnages emblématiques de la licence dans des oppositions classiques, mais plaisantes. Bon, par contre, il va falloir faire un point au niveau des noms des jeux, parce que là, c'est n'importe quoi. Nous avons donc Naruto Gekito Ninja Taizen sorti en 2003 au Japon, qui sortira en 2004 aux États-Unis sous le nom de Naruto Clash of Ninja. La suite, Naruto Gekito Ninja Taizen 2, paraît au Japon en 2003 et en 2006 aux États-Unis et en Europe, intitulé Naruto Clash of Ninja 2 en Amérique, mais Naruto Clash of Ninja chez nous. Donc le même jeu est sorti partout dans le monde, mais sous 3 noms différents. C'est du grand n'importe quoi. Non, ça va. C'est malheureusement le seul des 4 qui paraîtra chez nous, et le dernier aux États-Unis. Après, il n'y a pas beaucoup d'évolution entre ces 4 jeux, si ce n'est visuellement, mais la vague numéro 2, non, je ne parle pas de Covid, arrive sur Wii dès février 2007, avec Naruto Shippuden Gekito Ninja Taizen X. Le concept ne change pas, les personnages ont juste grandi, et l'histoire que l'on suit est donc celle après l'ellipse. Un premier jeu, puis un deuxième et un troisième, les développeurs ne laissent pas le temps à l'anime, qui avance en même temps, de proposer beaucoup plus de contenu entre les différents opus, ce qui les rend assez similaires. Ils ne sont évidemment pas sortis chez nous, mais ils ont suivi la logique des jeux précédents. Nous avons en effet eu le droit à Naruto Clash of Ninja Revolution 1, 2 et 3 entre 2008 et 2010, toujours sur Wii. Donc, voyons voir si vous avez compris. La logique voudrait que Naruto Clash of Ninja Revolution 1 soit le même jeu que le premier Naruto Shippuden Gekito Ninja Taizen X. Eh bien... c'est en fait un remake de Naruto Clash of Ninja, sorti 2 ans plus tôt sur GameCube, puisque l'histoire est celle de Naruto avant l'ellipse. Heureusement que Naruto Clash of Ninja Revolution 2 sort en 2009. On aura peut-être enfin Naruto Shippuden Gekito Ninja Taizen X 2 en France. Coucou. Oh non, c'est juste une suite du premier. Non, en vrai, on rigole, mais ces jeux sont assez bons, et le troisième opus, Naruto Shippuden Clash of Revolution 3, qui, comme son nom l'indique, se déroule enfin après l'ellipse. Malgré un mode histoire plutôt court, le jeu a une bonne durée de vie, notamment grâce aux nombreux modes ajoutés. On retrouve un mode online, score, chrono, survie, kumite ou mission, tout en ayant un roster de 35 personnages emblématiques de la série. Non, concrètement, on se fout pas de notre gueule. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. En effet, cette série de 14 jeux se termine avec Naruto Shippuden Gekito Ninja Taizen SP en 2010 au Japon, et qui est considéré pour beaucoup comme le meilleur jeu Naruto sur la Wii. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Bon, en même temps, c'est pas compliqué quand on voit l'horreur qui est sortie juste avant, Naruto Shippuden Dragon Blade Chronicles. Ce jeu est une aberration. Très aberrant. Déjà, on est sur un platformer / exploration avec des graphismes plus que douteux et une histoire pondue en seulement une après-midi. Non, franchement, ça vaut pas le coup d'essayer. Mais ne nous éparpillons pas trop.
Des jeux sont sortis bien avant cela, je pense notamment à la GBA qui a eu le droit à ses propres adaptations du manga au ninja. On peut notamment mentionner Naruto Konoha Senki, un RPG sorti en 2003, vraiment très nul. Heureusement, Naruto RPG Uketsugareshi Nio Ishi sort un peu après. Enfin bref, le jeu est plus beau, les phases de combat sont cette fois-ci assez bien faites et il est juste plus agréable quoi. De suite sortiront sur DS Naruto RPG 2 Chidori vs Rasengan sorti en 2005, également appelé Naruto Path of the Ninja aux États-Unis en 2007. Encore une fois, amélioration du gameplay et du visuel. Non franchement, moi j'aime beaucoup ce jeu. Et Naruto RPG 3 Reiju vs Konoha Shotai ou Naruto Path of the Ninja 2 qui est encore un cran au-dessus. Nous avons également eu le droit à Naruto Ninjutsu Zenkai Saikyo Ninja Daiketsu. Vous ne croyez quand même pas que j'allais me ridiculiser encore plus avec cette prononciation. En vrai, le jeu est mignon, on peut pas dire qu'il soit excellent, mais c'est fun. De plus, sa version US, sortie en 2006 sous le nom de Naruto Ninja Council 1, est légèrement plus fluide et rapide, et franchement, on ne dit pas non. Comment ça? J'ai dit Naruto Ninja Council 1. Cela signifie qu'il y en a d'autres? Eh bien... oui. Beaucoup d'ailleurs. Nous avons donc, comme précédemment, deux séries à première vue similaires, les Naruto Saiko Ninja Daiketsu et les Naruto Ninja Council. Est-ce que ça va être le bordel? Oh oui. Dans Naruto Saiko Ninja Daiketsu 2, les plateformes disparaissent pour laisser des niveaux plus horizontaux, mais l'expérience reste très agréable. D'ailleurs, Naruto Ninja Council 2, sorti uniquement aux US, est identique. Mais, si vous avez bien suivi, vous avez remarqué qu'aucun de ces jeux n'était sorti en Europe. Et oui, une troisième série va venir s'incruster. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Sobrement appelé Naruto Ninja Council European Version. Bon, je vous épargne le casse-tête que j'ai dû résoudre avec le peu d'informations que l'on trouve sur internet. Voici un schéma simplifié de la situation. Ah non mince, ça c'était que le brouillon. Voilà le bon. Donc, appelons les Naruto Saiko Ninja Daiketsu SND et les Naruto Ninja Council seulement NCUS ou NCUE en fonction de leur lieu de sortie. NCUS 1 est donc une copie de SND 1, pareil avec NCUS 2 et SND 2. Par contre, SND 3, qui continue la série sur DS, n'a pas d'adaptation dans le monde, alors qu'avec SND 4, c'est le gros bordel. Son adaptation US est donc NCUS 3, et celle parue chez nous est NCUE 1. Bah oui, c'est logique. On suit donc cette logique pour SND 5, qui devient NCUS 4 et NCEU 3. Attends, c'est pas NCEU 2 plutôt? Eh bien non, parce que NCEU 3 se passe à l'époque de Shippuden, tout comme SND 5. Mais alors, où est NCEU 2? Bonne question. Le jeu existe, mais il ne correspond à aucun jeu japonais. C'est vraiment n'importe quoi. J'espère que vous avez suivi, parce que c'est pas évident. En tout cas, ces platformers nous permettent d'explorer des niveaux et de combattre des personnages emblématiques de la série. Rien de transcendant, mais on peut constater leur évolution assez facilement. La Nintendo DS a eu le droit à beaucoup de jeux Naruto, notamment une autre série, les Naruto Ninja Destiny ou Shinobi Retsuden en japonais. Des jeux plus qu'oubliables avec un gameplay vide et des combats pauvres qui nous feront vite regretter les Ninja Council. Les opus ont beau s'améliorer en fonction de leur numéro, l'amusement ne dure qu'un temps et on s'ennuie rapidement. Heureusement que Naruto Shippuden Shinobi Rumble, sorti au Japon en 2010 et aux États-Unis en 2011, rehausse un petit peu le niveau. Le retour à la 2D nous rappelle que c'est le meilleur format pour les jeux DS. Le jeu est dynamique, les coups impactants et on peut même jouer à 4 joueurs. Bon par contre, Naruto Shippuden, Naruto vs Sasuke, c'est vraiment nul. On s'ennuie, c'est moche, c'est facile et j'en passe. Non franchement, ne vous y attardez pas. Un peu comme Naruto Shippuden 3D The New Era, sorti sur 3DS en 2011, qui est un jeu de plateforme bien pourri. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les développeurs font des jeux de plateforme Naruto. Les jeux de combat ou d'exploration, c'est quand même plus logique. Non mais c'est fou de se dire qu'un jeu caricatural sur Rock Lee est meilleur que ça. Je parle évidemment de Naruto Powerful Shippuden, sorti en 2012 également sur 3DS. Non mais quand même, tu peux combattre avec Rock Lee qui balance. Ses sourcils! Oui c'est drôle, mais le jeu ne se résume pas qu'à ça. Parce qu'il peut également se mettre en maillot de bain de pièces. Mais comment parler des consoles portables sans parler de la seule, l'unique, la PS Vita? Non c'est faux, aucun jeu Naruto n'est sorti sur cette console.
On se demande bien pourquoi. Je parle en effet de la PSP ou PSP comme disent les jeunes anglophones, une console qui, disons-le, tout le monde l'a oublié. On parlera de certains de ces jeux plus tard, mais je dois malheureusement d'abord vous parler de Naruto Shippuden Legends Akatsuki Rising. Bon, voilà, ça c'est fait. On peut passer au jeu suivant, Naruto Shippuden Kizuna Drive. Ah non, je déconne pas, j'ai pas envie de parler de ce jeu. Un peu comme celui-ci d'ailleurs. Non mais regardez-moi ça. Même des jeux sur GBA étaient plus beaux et plus agréables à jouer. Non, c'est grave. J'espère vraiment que les prochains jeux PSP que nous verrons un peu plus tard seront mieux. J'ai quand même l'impression que les développeurs des jeux Naruto n'aiment pas Sony. Non mais expliquez-moi pourquoi, en seul jeu sur la PS1, vous me servez un jeu de plateau. C'est un jeu vidéo que je veux, pas un jeu que tu fais en vacances avec ta famille autour d'un barbecue. Après, heureusement que la PS2 a eu des bons jeux. Ça fait plaisir. On peut notamment mentionner les deux Naruto Uzumaki Chronicles, des beat'em all avec des graphismes convaincants et un gameplay intéressant, même si un peu répétitif. Mais je sais que vous l'attendez, la série la plus populaire des jeux Naruto, les Ultimate Ninja. Il y a eu énormément d'opus sortis sur toutes les consoles du monde entre 2003 et 2020, vous avez forcément déjà joué à un de ces jeux. Le premier est bien entendu Naruto Ultimate Ninja, sorti sur PlayStation 2 entre 2003 et 2006. Ces jeux sont vraiment les jeux de combat 3D par excellence avec des graphismes à la pointe de la technologie disponible, différents modes qui permettent de prolonger l'expérience. Et là, contrairement aux jeux précédents, ça c'est un vrai jeu de famille ou d'amis, un grand kiff. CyberConnect 2 et Bandai Namco ont fait du très bon boulot, les animations des attaques spéciales sont magnifiques et les jeux s'améliorent bien entendu avec le temps. Les trois premiers opus se concentrent sur la partie enfant de Naruto, alors que le 4 et le 5 sont centrés sur la partie Shippuden. 5 jeux sont quand même sortis en seulement 3 ans, ça fait pas beaucoup de temps de développement, mais c'est quali, donc on va pas se plaindre. D'ailleurs, les 3 Naruto Ultimate Ninja Heroes sortis sur PSP sont des sortes de portages sur console portable. Bon, par contre, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Break porte le même nom, mais a un gameplay totalement différent puisque c'est un beat'em all type Dynasty Warriors. Mais c'est probablement le meilleur jeu original Naruto sorti sur PSP. On passe cependant à un tout autre niveau avec l'évolution de cette saga, les Naruto Ultimate Ninja Storm. Le premier est une exclusivité PS3 et sort en 2008, seulement un an après Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. L'évolution graphique est bluffante, le jeu est beau, dynamique, fun et j'en passe. Non, franchement, c'est une claque pour l'époque. Évidemment, après c'est le raz-de-marée, nous avons le droit à Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, Storm Generations, qui est une version améliorée, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, la réédition Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst et Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Les promesses sont tenues, les jeux sont bons et l'amusement est donc au rendez-vous. Après, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 est le meilleur jeu de cette saga. Il prend tous les avantages des versions précédentes, le roster de personnages est encore plus complet, les animations sont magnifiques, en plus il a une expansion avec l'univers de Boruto, c'est vraiment parfait. Et pour profiter des capacités des consoles New Gen, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy permet de faire ou de refaire les 3 premiers opus dans une version remasterisée et compilée. C'est ça que j'appelle du marketing de qualité. Ah non, ça c'est du marketing. Sortir au même moment une version avec les 4 jeux? Mais alors, pourquoi? Eh bien pour toucher un maximum de personnes. Ceux qui avaient déjà le 4 vont choisir Trilogy, et ceux qui ne l'avaient pas vont prendre Legacy. C'est absolument du génie. Cette saga est sans doute l'une des plus grandes histoires d'amour entre le monde du manga et celui du jeu vidéo. D'ailleurs dites-moi en commentaire avec lequel vous avez commencé les Ultimate Ninja, parce que 18 jeux avec le même nom, ça fait beaucoup. Il reste cependant quelques jeux Naruto dont nous n'avons pas eu l'occasion de discuter. Naruto Rise of a Ninja, sorti en 2007 sur 360, qui est un excellent jeu d'aventure en plus, ce qui est finalement plutôt rare. Il est beau, fluide et original, c'est un pur kiff. Et en plus, la suite Naruto The Broken Bond est encore meilleure. Genre c'est fou ça. Pourquoi on n'en a pas eu d'autres? Surtout que les 2 derniers jeux sortis sont très mauvais. Naruto to Boruto Shinobi Striker et Naruto Online sont tous les deux des jeux multijoueurs qui sont très loin qualitativement de ce qui est sorti précédemment. Il y avait de très bonnes idées, mais malheureusement quand il y a trop de défauts, il y a trop de défauts. Mais on peut quand même retenir que les jeux vidéo qui ont adapté l'univers de Naruto s'en sortent finalement pas si mal et que nous avons eu d'excellents jeux comme Rise of a Ninja et The Broken Band, mais surtout la série des Ultimate Ninja,
qui je pense est dans le cœur de beaucoup d'entre nous. Les 3 mangues du Big Free nous ont donc offert de merveilleux moments sur les consoles, qu'elles soient de salon ou portables. Comme dans toutes les licences, tout ne peut pas être parfait, mais ce qui est bien, c'est qu'on retient surtout le positif. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quel jeu vous avez joué et ce que vous attendez pour la suite, parce qu'il y a moyen de faire du très très lourd. Si la vidéo vous plaît, j'en referai une avec d'autres animés. Sur ce, c'était Mythos, prenez bien soin de vous. Salut!